Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, l'émission qui reçoit aujourd'hui un journaliste. Il est promoteur du journal L'Œil du Sahel. Il nous vient du Cameroun. Il est également membre du Conseil national de la communication du Cameroun. Monsieur Guibaï Gatama, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous dis merci. Entre autres faits qui défraient la chronique ici au Cameroun, c'est la crise que connaît votre pays dans sa partie anglophone. Comment est-ce que vous vivez cette crise-là? Je suis cette crise avec intérêt comme tout Camerounais, parce que elle touche au vivre ensemble. Vous savez, le Cameroun est riche d'une grande diversité ethnique, linguistique. Nous avons deux langues officielles, nous avons 250 ethnies. Donc, à partir du moment où une partie de la famille estime qu'elle a des problèmes, même s'il ne représente pas tous les anglophones, je pense qu'on peut raisonnablement s'asseoir sur une table et discuter. Mais de quoi devons-nous discuter? Sur comment améliorer ce vivre ensemble. Il y a des acquis, comme l'unité nationale, et ça, c'est des choses sur lesquelles il serait difficile de revenir dessus. Mais on peut quand même, discuter. Il ne faut pas que nous ayons des sujets tabous. Il y a des choses sur lesquelles nous devions être ferme dessus, sur lesquels nous devons ensemble sauvegarder. Et ça, oui, la communauté anglophone se dit marginalisée. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous voyez la pertinence de cette revendication? Bien sûr que je vois la pertinence. Je suis d'autant mieux placé qu'en 2002, j'ai été porte-parole du mémorandum sur les problèmes du Grand Nord. Que s'il y a des communautés qui sont marginalisées, je peux dire que les nordistes en sont autant. Si vous prenez tous les indicateurs de développement, vous allez trouver par exemple que la région de l'extrême nord est celle qui porte tout le fardeau des mauvais indicateurs. Vous prendrez l'éducation, elle est dernière. Vous prendrez l'accès à l'eau potable, elle est dernière. Vous prendrez l'accès aux soins de santé, elle est dernière. Donc la marginalisation, c'est un problème qui est un problème pour tous les Camerounais, c'est un problème qui touche à la gouvernance. Donc vous estimez quand même que la revendication, elle est légitime. Le fait qu'ils aient gagné les rues, qu'ils aient pris d'assaut les rues, c'est légitime. Non, sur la nature, oui. Dire que nous appartenons à une famille et nous ne sommes pas à l'aise dans cette famille, qu'on devrait mieux nous regarder, que le chef de famille devrait mieux nous regarder, que l'ensemble des autres membres de la famille doivent mieux s'occuper de nous, c'est une revendication légitime parce que c'est un problème de la nature de la revendication. Maintenant, si on dit on doit se séparer du Cameroun, ça c'est un autre problème. Donc à partir du moment où c'est une revendication qui touche au vivre ensemble, au quotidien, à la gouvernance du Cameroun, bien sûr que ces revendications, elle est légitime. Décider quand même de prendre leur destin en main en se disant il faudrait qu'on nous écoute. On peut peut-être ne pas être d'accord sur la méthode, mais la réaction du gouvernement, comment est-ce que vous l'avez perçue? Moi, elle ne me surprend pas. C'est un gouvernement qui prend d'abord une direction avant d'avoir cerné le problème. Et parfois, quand le problème est cerné, il est difficile pour lui, au risque de se dédire, de perdre la crédibilité, de revenir dessus. Donc, je suis d'avis avec ceux qui pensent que le gouvernement a mal abordé la question, aurait pu mieux appréhender le problème, bien sûr. Oui. Oui. Selon vous, comment le gouvernement aurait-il réagi pour que vous vous sentiez quand même que vous avez été mieux entendu? Mais c'était de dire aux gens qui revendiquent, c'était de dire à cette partie du pays qui revendique, asseyons-nous sur une table. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à discuter. Parce qu'il y a des commissions qui ont été créées. Il y a une commission que dirige le Premier ministre à cet effet. Oui, bien sûr. Mais c'est venu après une forme de répression. Écoutez, vous n'allez pas d'abord réprimer avant de dire aux gens, venez ensemble. Je suis pour qu'on réprime ceux qui cassent. Je suis pour qu'on réprime ceux qui brûlent. Mais c'est ce que dit le gouvernement, justement. Ils ont dit que ceux qui sont arrêtés, ceux qui ont été réprimés, ce sont ceux qui se sont attaqués aux attributs de la nation. D'accord, je suis tout à fait d'accord pour qu'on arrête ceux qui cassent. Nous sommes dans un état de droit et tout. Mais il faut maintenant ouvrir un dialogue avec ceux qui comptent. Vous n'allez pas aller créer des interlocuteurs qui ne représentent rien, sinon vous allez tourner en rond. Mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes en marge de la loi, il est tout à fait normal qu'un État puisse réagir. Mais il ne faut pas globaliser le problème. Le problème ne se trouve pas dans la répression. Une fois qu'on a réprimé, on s'est dit, alors le fond du problème, c'est lesquels? Comment on l'aborde, comment on les traite? Je sais qu'il y a un début de solution, parce que le fait qu'on ouvre dans des écoles spécialisées comme l'ENAM, des cycles précis pour les anglophones et autres, ça veut dire qu'il y avait un problème qu'on essaye de régler. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on le règle dans la sincérité, avec sérieux. La revendication
où les revendications principales, c'est soit on va vers le fédéralisme, soit on fait la sécession. Vous militez pour quoi? Non, je ne pense pas que le problème puisse se poser ainsi. Il y a ceux peut-être qui font, je ne veux pas dire qu'ils font plus de bruit. Il y a ceux qui s'expriment plus bruyamment et qui représentent une aile précise, qui est la séparation. Vous avez vu aujourd'hui, quand le gouvernement a dépêché des missions en Europe, des missions d'explication, dont je me demande à quoi ça aurait pu servir alors que le problème se pose ici. Et il y a des compatriotes qui ont manifesté bruyamment et les médias aiment le bruit. À partir de là, on leur a donné une opportunité de montrer de montrer ou de présenter ce qu'ils veulent par rapport à ce problème. Pour eux, c'est la séparation. Oui, d'accord. Mais ils représentent combien d'anglophones qui veulent la séparation? Ça, je ne peux pas dire s'ils sont majoritaires ou ils sont minoritaires. Mais je peux quand même dire qu'ils se sont accaparés d'un ensemble de leviers d'information et ils font circuler leurs opinions. Pour clore ce chapitre, quelle est l'ultime solution? Quel est l'acte que vous attendez, le geste que vous attendez de la part des pouvoirs publics aujourd'hui pour que les populations anglophones soient apaisées et soient rassurées? Il faut rétablir la confiance. Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour établir la confiance, on peut faire des gestes. Après, il faut se rasseoir sur la table et pouvoir dire, OK, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ceci? On en discute. Vous savez, si on dit, si une partie du pays dit, je me sens mal dans la famille, je vais partir. Mais il y a des voies. On peut aller au référendum. On peut aller par d'autres types de voies. On ne peut pas dire tout de suite qu'on ne discute pas. Moi-même, je suis pour l'unité. Si on devrait voter demain, je voterai pour l'unité. Mais ça, je suis sûr que beaucoup de Camerounais pensent comme moi. Mais si on leur dit d'emblée que non, 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 ils vont penser qu'ils ont raison et qu'on refuse quelque chose. Alors que ce n'est pas vrai. On va passer à un autre sujet, parler du terrorisme dont votre pays, le Cameroun, est victime, surtout dans l'extrême nord. Et ce terrorisme-là, apparemment, aurait fait plus de 2000 morts civiles. Est-ce que c'est des chiffres qui vous semblent crédibles? Oui, c'est des chiffres qui sont totalement crédibles. 2000 morts civiles. Oui, 2000 morts civiles, c'est des chiffres qui sont crédibles parce que moi-même, en personne, dans le cadre de mon activité citoyenne, je suis membre du collectif Unis pour le Cameroun et nous tenons à jour un fichier, malheureusement un fichier aujourd'hui qui est long de 2000 personnes. Ouais, voilà. C'est ça, dans la partie camerounaise toujours? Oui, dans la partie camerounaise, morts, oui. Rien que pour le Cameroun? Rien que pour le Cameroun. C'est-à-dire chaque jour qu'il y a un attentat ou qu'il y a une attaque, dès qu'il y a un civil qui est tué ou un militaire, évidemment, on relève son nom. Mais quel est le moyen de lutte, justement, le moyen de lutte que vous préconisez, par exemple, pour voir si c'est efficace? Vous savez, contre le terrorisme, c'est difficile de dire que ce moyen de lutte est efficace ou pas. Je pense qu'on teste les moyens en fonction des circonstances. On est passé d'une guerre au début qui était conventionnelle, maintenant à une guerre qui est, on ne peut même pas dire asymétrique, qui est une guerre hybride, parce que tantôt elle est conventionnelle, tantôt elle est d'une autre nature. Les États se battent et en ça, il faut saluer les capacités du Cameroun, qui s'est adapté très très rapidement. C'est vrai que c'est difficile sur le terrain, mais imaginez que s'il n'y avait pas cette adaptation-là, aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie du Cameroun aurait été occupée par la secte. Mais est-ce que vous comprenez quand même les revendications de ces terroristes? Je ne comprends rien. Ça. J'ai beau interroger, discuter avec des anciens terroristes et autres, mais je ne comprends rien. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est l'endoctrinement qui va juste là? Oui, parce qu'on pose la question, c'est quoi le but ultime? Ils disent un califat jusqu'à ce que la mer puisse nous stopper, jusqu'à ce que l'océan puisse nous stopper. Mais c'est totalement vague. Vous venez, vous tuez les chrétiens, vous tuez les musulmans, vous tuez les animistes, vous ne demandez rien à personne. Grave. Mais par contre, ce dont il faut se méfier, ça je parle des terroristes de Chekao. Parce qu'aujourd'hui à Boko Haram, il y a deux grandes factions à tout le moins. Parce qu'il y a encore de toutes petites factions. Vous avez la faction de Chekao, dont on connaît le mode opératoire, venir comme à Gakara il y a quelques jours, tuer une dizaine de personnes, brûler 35 cases parce qu'ils ont rompu un pacte entre les terroristes et les populations. Ça, c'est la méthode de Chekao. Mais il y a le groupe qui est pour moi le plus dangereux, qui pourrait faire très mal si on y prend garde, c'est le groupe de Barnawi. Barnawi ne tue pas. Barnawi dit, si vous vivez dans mon environnement, selon les préceptes que je vous ai dit, vous n'aurez aucun problème.
Donc si vous faites votre prière 5 fois par jour, on dit on va à gauche, on va à gauche, on va à droite, on va à droite, alors je ne vous dis pas. Mais qu'est-ce que les gens voudront demain? De dire, ok, puisqu'il n'y a pas l'armée pour venir nous défendre, nous vivons selon ces préceptes, nous continuons nos activités et nous n'avons aucun problème. Dans la zone du lac Tchad, vous avez déjà des villages qui ont passé des accords avec le groupe de Banawi. Pour moi, c'est le groupe le plus dangereux. Or, malheureusement, aujourd'hui, la force multinationale mixte a axé ses efforts contre le groupe de Chekao, essayant d'affaiblir Chekao, et la Banawi va reprendre du poids de la bête. Or, pour moi, c'est le groupe le plus réfléchi qui pourrait faire beaucoup mal demain. Ce sujet il est assez immense. On aura le temps de continuer d'en débattre tout à l'heure. Mais avant, on va marquer une pause dans cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants.